Bonjour à tous. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ce cas clinique à propos de la valve de l'urètre postérieur qui a été traitée par un drain vésico-amniotique. Il s'agit de Madame SM qui est âgée de 33 ans, sans antécédents notables, deuxième geste nullipare. Grossesse, elle est suivie dans le secteur privé et compliquée de diabète gestationnel sous régime. L'échographie du premier trimestre était normale. Les marqueurs sériques maternels du premier trimestre montrent un risque faible pour la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 13. À 23 semaines, l'échographie morphologique était normale et précise que le fœtus est de sexe masculin. À 27 semaines, l'échographie avait montré une importante distension vésico-urétrale avec une hydronéphrose bilatérale. Le diagnostic évoqué était la valve de l'urètre postérieur. Il s'agit d'une anomalie congénitale due à la persistance anormale de repli muqueux dans la lumière urétrale au niveau de sa portion initiale, juste en dessous de la vessie appelée urètre postérieur. La présence de ce tissu anormal représente un obstacle à l'écoulement normal des urines. C'est une anomalie qui se manifeste avant la naissance chez les fœtus de sexe masculin. Elle est relativement rare et heureusement, vu son mauvais pronostic, son incidence a diminué au fil des années grâce au diagnostic anténatal qui permet une interruption médicale de la grossesse chez les formes diagnostiquées tôt et qui sont sévères. Cette pathologie a principalement deux conséquences. La stase des urines au niveau de la vessie entraîne une distension vésico-urétéro-pyélocalicielle qui entraîne une destruction du parenchyme rénal et qui peut aboutir à une insuffisance rénale terminale. Deuxième conséquence, pour lutter contre cette résistance basse, la vessie, ça va entraîner une vessie de lutte avec un épaississement de la paroi vésicale qui peut devenir crénelée. Alors, la patiente nous a été adressée à 28 semaines 5 jours après examen et échographie. On a montré une importante distension de la vessie avec un épaississement de sa paroi et une dilatation de l'urètre postérieur avec un aspect de keyhole sign qu'on peut considérer comme pathognomonique de cette pathologie. Au niveau du haut appareil urinaire, on note des reins hyperéchogènes ayant un parenchyme aminci avec une hydronéphrose bilatérale classée SFE4. Ainsi qu'une dilatation urétérale bilatérale classée grade 2. C'est grave, docteur. C'était la question posée par la patiente, et d'ailleurs c'est la question que posent toutes les patientes. Pour répondre à cette question, on doit évaluer le pronostic, qui dépend des complications de l'oligoanamniose et de la fonction rénale fœtale. Chez notre patiente, l'oligoanamniose est apparu assez tardivement et donc le risque de dysplasie pulmonaire et le syndrome de Potter, le risque en fait c'était quasi nul. Pour évaluer la fonction rénale fœtale, on aura recours à l'échographie et à la biologie. Les éléments échographiques de mauvais pronostic sont en premier lieu la précocité de l'installation des signes échographiques au-deçà du deuxième trimestre. Chez notre patiente, l'échographie à 23 semaines était normale et les signes se sont apparus assez tardivement, ce qui rend le pronostic moins mauvais. Par contre, les reins étaient hyperéchogènes et l'oligoanamniose était présent. Sur le plan biologique, on aura recours à deux prélèvements, les urines fœtales par ponction de la vessie ou du liquide amniotique. Par ailleurs, il s'agit des urines de stase de quelques jours, voire une semaine pour le liquide amniotique, ce qui ne reflète pas la fonction rénale ponctuelle. Deuxième prélèvement, le sang fœtal, c'est plus recommandé vu qu'il reflète la fonction rénale actuelle. Il se fait par ponction du cordon fœtal à partir de 20 semaines sous guidage échographique à l'aide d'une aiguille de Van Gogh. Les marqueurs qu'on peut doser sur le sang fœtal sont essentiellement la bêta-2-microglobuline qui prédit la fonction rénale avec 94% de sensibilité et 89% de spécificité. Deuxièmement, la créatinine sérique fœtale qui n'est pas un bon marqueur de la fonction rénale. Son taux est d'un équilibre parfait avec celui de la mère. Son dosage dans le sang fœtal ne reflète donc pas la fonction rénale du fœtus. La cystatine C est moins sensible et moins spécifique et l'alpha-1-microglobuline a montré des performances décevantes. Et par conséquent, la bêta-2-microglobuline fœtale est le seul marqueur utilisé car sa valeur est bien corrélée à la fonction rénale postnatale. Revenons à notre cas clinique. Le dosage de la bêta-2-microglobuline n'a pas montré d'insuffisance rénale vu que le taux était inférieur à 5.
Par ailleurs, en absence d'intervention, cela pourrait aboutir à une insuffisance rénale. Alors, nous avons adressé notre patiente en consultation de néphropédiatrie et après avoir informé le couple, cette consultation a conclu à deux éventualités thérapeutiques. Premièrement, la possibilité de shunt vésico-amniotique avec explication au couple du risque lié à l'intervention, à noter l'avortement et la mort fétale, et l'incertitude du bénéfice attendu, notamment en termes d'insuffisance rénale. Deuxième possibilité était une interruption médicale de la grossesse qui pourrait se justifier vu la gravité de la pathologie. À noter que la cure de la valve de l'urètre postérieure par laser sous fétoscopie peut être aussi proposée, mais elle est en cours d'expérimentation. Alors, notre couple était conservateur et donc la décision était d'enlever l'obstacle par la mise en place d'un drain vésico-amniotique. Au bloc opératoire, sous rachianesthésie, notre table d'examen se compose d'un drain vésico-amniotique, d'une aiguille de vin gauche, d'une analgésie fétale, d'une porte-aiguille, d'un ciseau et d'une pince. Premier temps, c'était l'amio-infusion par du sérum physiologique réchauffé à 37 degrés. On peut voir sur ce cliché l'apparition du liquide amniotique chez notre fœtus qui était en anamniose. Deuxième temps, c'est l'anesthésie fétale qui se fait par injection intramusculaire. On peut voir ici le bout de l'aiguille au niveau de la cuisse, qui est l'injection la plus simple, par un mélange de curare et d'analgésie fétale pour que le fœtus ne bouge pas et n'ait pas mal. Voilà la relargation du produit au niveau de la cuisse. Troisième temps opératoire, c'était la mise en place du drain. Alors, notre drain a la forme d'un queue de cochon. En fait, il se compose de trois portions. La première portion qui est composée de 3 boucles qu'on relargue au niveau de la vessie en intravésicale. La deuxième partie qui est rectiligne, qui doit rester au niveau de la paroi. Et la troisième partie qui se compose de 2 boucles qui doit rester en intra-amniotique. C'est notre cas clinique. Alors, le drain, il est monté sur un guide qu'on introduit au niveau suspubien du fœtus, suspubien strict idéalement. On relargue le premier bout en intravésical, puis tout en faisant sortant le guide, on relargue le deuxième bout au niveau de liquide amniotique. Voilà, donc c'est la photo juste après la vésicostomie intra-amniotique. On peut voir ici la vessie qui s'est vidée, juste immédiatement après. Pour les suites, notre patiente a été hospitalisée pendant 24 heures. Elle a bénéficié d'une tocolyse intravaginale par des progestatifs locaux et l'acte a été fait sous couverture antibiotique. L'échographie à 35 semaines, c'est-à-dire après 6 semaines, le liquide amniotique était parfaitement normal, le drain était en place. On peut voir le rein droit qui est parfaitement normal et le rein gauche qui est en nette amélioration. L'aspect échographique était stable à 38 semaines. La naissance, elle a eu lieu à 38 semaines 5 jours par césarienne. Le bilan rénal à H2 de vie montre une fonction rénale parfaitement correcte. L'échographie H4 de vie montre 2 reins de taille normale avec une bonne différenciation cortico-médulaire ainsi qu'une dilatation calicée sans dilatation pyélique ou urétérale. H5 de vie, le nouveau-né a bénéficié d'une vésicostomie avec une extraction du cathéter vésico-amniotique. On peut voir sur ce cliché le bout du drain suspubien dans le cercle rouge. Et sur ce cliché, c'est une ASP qui montre la projection du drain en intravésical. Alors, 2 mots à propos de l'évolution de ces patientes. Si la levée d'obstacles est un élément important de la prise en charge, cela ne permettra pas la récupération complète des dommages survenus en anténatal. En fait, 1/3 des cas des patients développeront une insuffisance rénale terminale à un moment donné de leur vie, qui nécessitera des moyens de suppléance, à noter une dialyse ou transplantation rénale. Le 2e tiers des patients auront une altération de la fonction rénale avec une prise en charge médicale et diététique. Le dernier tiers aura une fonction rénale normale, mais peuvent avoir des problèmes de vidange vésicale ou d'infection. En conclusion, la valve de l'urètre postérieur est une anomalie de l'arbre urinaire qui est relativement rare, mais elle est de très mauvais pronostic. L'échographie a un grand intérêt non seulement diagnostique, vu qu'elle permet de poser le diagnostic dès le premier trimestre, mais aussi dans l'évaluation pronostique et ainsi la prise en charge qu'il est devenu possible d'entamer en anténatal.
En termes de cette présentation, je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier nos collègues pédiatres et chirurgiens pédiatres qui ont pris en charge le fœtus, le bébé en postnatal, ainsi que notre collègue gynécologue qui nous l'a adressé pour sa confiance. Merci.